Bonsoir à tous, samedi 16 novembre 2019. Dans l'actualité ce soir, le Gabon a une nouvelle numérotation téléphonique depuis 24 heures. La mutation est effective malgré le désagrément que cela occasionne. Un changement difficile pour plusieurs abonnés. Dans ce journal, nous ferons le point de cette première journée de basculement. Et puis, les maladies rares, bientôt une thérapie pour combattre l'autisme et la trisonomie. La médecine régénérative est proposée pour alléger les patients. Enfin, le groupe BGFI Bank innove avec un nouveau produit, Cash Management, pour mieux répondre à la demande de la clientèle. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le Gabon au rythme de la nouvelle numérotation téléphonique. Depuis 24 heures, plusieurs utilisateurs de téléphones mobiles et fixes ont vu leur numéro passer de 8 à 9 chiffres. Un basculement qui se fait tout de même avec difficulté. Voici le constat de Georges Kombila et Pierre Claver est là. Depuis minuit, la nouvelle numérotation téléphonique est effective. Certains éprouvent des difficultés à s'arrimer à ce basculement. Il y a eu des problèmes. Les numéros, quand je n'arrive pas à joindre, eux, s'ils n'arrivent pas à me joindre depuis le matin, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas facile parce que tu appelles un numéro, puis après tu te rends compte que le numéro ne passe pas. Après, il faut retourner, recomposer comme ils ont dit là. C'est pas facile. Je suis encore à l'ancien système. Ça va peut-être se faire intégralement chez tout le monde, mais ça va prendre du temps. Le problème pourrait se trouver au niveau de ceux-là qui n'ont pas accès à Internet pour télécharger les applications qui permettent de faire la manipulation automatiquement. Mais si vous avez Internet, ça va passer tranquillement, vous n'allez pas perdre un seul numéro, selon moi. Une numérotation à 9 chiffres que d'aucuns estiment compliquée pour les populations de l'arrière-pays. C'est bien beau de changer la numérotation, mais nos parents qui sont au village là, ils feront comment pour avoir accès à cette numérotation, étant donné que certains n'ont pas de téléphone Android. J'étais même tout à l'heure à Etel, je dis, c'est bien beau qu'ils ont changé les numéros, mais un côté, c'est pas bien. Nos mamans qui sont au village, ils vont nous joindre comment? Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas Internet pour qu'on puisse parler. Vraiment, c'est compliqué. Certains suggèrent qu'il aurait été souhaitable que cette nouvelle numérotation téléphonique soit harmonisée depuis les maisons de téléphonie mobile. La nouvelle numérotation est certes effective, seulement cette mutation suscite un certain nombre de plaintes, notamment la perte des données mobiles et la multitude de sites mis en place pour le basculement. Autant de désagréments que Stevie Oyanmezu nous relate dans cet élément. Peut-on se passer aujourd'hui de son téléphone? Combien de nos transactions sont-elles liées à cet appareil électronique? Si nous sommes tous d'accord de l'importance ou du moins de la nécessité de s'arrimer à la technologie, il est difficile cependant de cautionner les désagréments liés à toute évolution technologique. Intéressons-nous à l'actualité qui fait la une au Gabon, la migration à la nouvelle numérotation. Ils sont nombreux, les clients qui n'arrivent pas à émettre les appels depuis ce 16 novembre 2019. En telle application et telle autre application, la bagarre commence là. Si d'aucuns possèdent des téléphones dits intelligents, Android smartphone, d'autres en revanche doivent se débrouiller avec les téléphones moins high-tech, communément appelés les allo-allo. Les spécialistes du domaine avaient-ils pris en compte tous les paramètres pour éviter ces différentes plaintes enregistrées sur la toile? Le réseau social WhatsApp obéit, lui, à une procédure différente de celle proposée par les opérateurs de téléphonie mobile. Si la mémoire ne nous fait pas défaut, ce basculement avait été renvoyé il y a quelques mois encore, sûrement pour mieux peaufiner le process. Dès lors, quelle explication peut-on donner à cette situation qui suscite plus de colère que de plaisir? Lors d'un entretien accordé à la rédaction de Gabon Première, les techniciens de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, affirmaient pourtant que le basculement allait se faire de manière progressive, sur une durée de 3 mois. Hélas, il n'en est rien. Il faut impérativement basculer ce jour si l'on veut rentrer en contact avec quelqu'un. Top Contact, MyGT, Gap Contact, les applications sont nombreuses. Entre celles payantes et celles gratuites, là n'est même pas le problème si la procédure était aussi accessible.
Les opérateurs de téléphonie mobile n'arrangent rien à la difficulté. Quand les messages où elles déclinent toute responsabilité relative à la perte de données vous disent bonjour. Les experts du Gabon, dont le secteur des télécommunications, sont donc attendus au pied du mur. Et loin de notre pays, le Gabon est présent à la 3e édition du Forum international francophone 2. L'évaluation qui se tient au Burkina Faso, la délégation gabonaise est conduite par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques, Francis Nkeya Ndigui. Le ministre Nkeya revient sur l'intérêt de cette rencontre. Nous l'écoutons. L'intérêt de l'évaluation, c'est d'améliorer la gouvernance dans les États, que ce soit les États africains ou les États européens ou les États américains. L'évaluation est un outil d'aide à la décision des décideurs, des gouvernements. Ce n'est pas un contrôle, il va au-delà du contrôle, il aide plutôt à concevoir les politiques publiques et à évaluer ces politiques publiques. Voilà un peu l'intérêt de l'évaluation qui est à distinguer avec le contrôle. C'est depuis 2009 que l'évaluation est présente au Gabon à travers le PSGE. Quels sont alors les enjeux majeurs pour le Gabon? Nous retrouvons à nouveau le ministre Nkeya. Les enjeux majeurs d'un tel forum, c'est le partage d'expérience. Plusieurs représentants des États se retrouvent pour réfléchir sur un thème bien donné. Ils se partagent les expériences en fonction des réalités de chacun des pays, d'où l'intérêt d'un tel forum. C'est pour cette raison que quand nous avons pris la parole, nous avons exposé la situation du Gabon. Nous avons démontré qu'au Gabon, l'évaluation est prévue pratiquement dans toutes les administrations, aussi bien au niveau du gouvernement avec un ministère dédié à cet effet, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du pouvoir judiciaire, avec la mise en place d'une chambre de l'évaluation au niveau de la Cour des comptes. Donc, c'est pour se partager ces expériences-là, voir ce qui se passe dans chacun des pays membres du réseau francophone de l'évaluation. Voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Le ministre de la lutte contre la corruption, Francis Nkeya, bien qu'étant hors du Gabon, suit de près la campagne de sensibilisation lancée par la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. D'ailleurs, cette caravane était à Kango pour édifier les agents publics sur le bien fondé de cette campagne. Sur place à Kango, Rodolphe Mkambi Mboma. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite est en campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Les commissaires et les rapporteurs ont échangé avec les agents publics de Kango. Ils s'appuient tout d'abord sur les généralités des fléaux de la corruption et l'enrichissement illicite, tout en insistant sur les valeurs de probité et d'intégrité. L'article 502 du nouveau code pénal définit la corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique comme le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie de mandats électifs publics, de solliciter ou agréer des présents ou avantages pour elle-même ou pour autrui, que ce soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa mission. Les échanges se voulaient interactifs et l'objectif a été atteint. Plusieurs questions ont été posées par les agents publics et des réponses apportées. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi l'agent public est fréquent dans l'enrichissement illicite? C'est des compatriotes qui ont des salaires conséquents, qui se laissent aller à la grande délinquance financière. Et on l'a dit tout à l'heure que c'est beaucoup plus au niveau des marchés publics, par exemple, que l'on trouve la grande corruption. C'est vrai que la précarité des revenus ou la précarité de la situation de certains agents peut les mettre en situation délicate. Pour tous ceux qui l'ignorent encore, l'agent public dépositaire de l'autorité de l'État et tout autre agent qui se soustrait à l'obligation de déclaration des biens risque la démission de son poste, entre autres.
Et ce qui concentre l'attention dans le secteur de l'enseignement supérieur, ce sont les installations des responsables des écoles supérieures à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Ce sont les patrons du CIRF et de l'USTM qui ont pris leurs fonctions. La correspondance est signée Jacob Mokwangi. 34 fonctionnaires, dont 2 vice-recteurs, un secrétaire général, un doyen, un directeur général à l'école polytechnique de Massoukou et un autre à l'INSAB, ont fait l'objet du traditionnel rituel d'installation. Au-delà de la profonde gratitude aux autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ils entendent inscrire leur action dans la continuité du service public. À l'ensemble de la communauté universitaire, nous comptons sur l'adhésion de tous et de chacun pour mener à bien les lourdes et exaltantes tâches qui viennent de nous être confiées. Désormais aux commandes du Centre international des recherches médicales de Franceville, Jean-Bernard Lekanadouki a reconnu l'immensité de sa nouvelle mission, mais en Dieu, tout est possible. Le poids de la charge est lourd, mais nous donnerons tout pour répondre à celui-ci. Nous conclurons notre propos en rendant grâce à Dieu, en invoquant lui qui est celui qui crée le vouloir et le faire, celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Aide-nous, Seigneur. À l'USTM comme au CINF, le rappel de quelques missions premières était nécessaire. Que le génie gabonais existe. Oui, les chercheurs qui cherchent se trouvent. Mais vous devez être les chercheurs qui trouvent des gens. Et c'est toute l'ambition, c'est toute la mission que je suis venu ici vous rappeler, parce que je sais que vous êtes capables. Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence du secrétaire général de province Nicole Nwando, représentant le gouverneur empêché, mais aussi le premier maire adjoint de la ville, Norbert Mouyabi. Même cas de figure à Libreville, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, a procédé à l'installation du secrétaire général et des vice-recteurs de l'Université des sciences de la santé. Les détails avec Gabriel Guillain, Lemami et Michel John Boudéan. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Jean de Dieu Moukani Iwangu, poursuit sa série d'installations des promus de son département ministériel. Ici, à l'Université des sciences de la santé, le membre du gouvernement a procédé aux installations du nouveau secrétaire général de cette université, Odel Koumba, du vice-recteur 1 en charge de la pédagogie, Sima Zoué-Adrien, et du vice-recteur 2 en charge de la coopération, professeur Bouyou Mariel. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai l'honneur de vous installer dans vos fonctions de vice-recteur 2. Et bien sûr, mes vœux de réussite vous accompagnent. Ces promus auront désormais la lourde responsabilité de conduire l'action de l'Université des sciences de la santé. En rappel, cette série d'installations entamée par le ministre de l'Enseignement supérieur s'inscrit dans le cadre du renouvellement du cadre de gouvernance des universités et grandes écoles du Gabon. Prochaine étape, l'Institut supérieur de technologie. L'actualité, c'est aussi la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui se prépare déjà à Libreville. C'est pourquoi le ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme, Priska Koolem, a rencontré les associations féminines et ONG qui militent pour la défense des droits des femmes. Frédéric Yenda Moukoula, Michel John Boudéan, reportage. Au cas des échanges francs et directs entre le ministre Priska Koolem et les femmes leaders d'associations et ONG, les apprêtent des festivités marquant la célébration prochaine au Gabon de la Journée internationale de violence faite aux femmes. À compter du 25 novembre, le gouvernement et les organisations non gouvernementales seront sur le terrain pour sensibiliser sur les questions liées à la violence faite aux femmes, mais également élargie sur les violences sur les mineurs dans les lycées et collèges, dans les mairies, dans les marchés, sur ces questions-là qui sont totalement importantes et qui tiennent à cœur non seulement au chef de l'État et son gouvernement, mais également à la première dame du Gabon. Certaines responsables ont suggéré à l'autorité la création d'une instance de suivi susceptible de protéger la femme
en situation de vulnérabilité. Nous aimerions qu'il y ait une clinique pour le suivi psychotechnique de toutes ces personnes-là qui sont victimes, mais qui ne savent pas comment s'y prendre déjà par rapport à toutes les démarches. Il va falloir qu'on parle aux jeunes à un moment donné, qu'on les sensibilise sur le fait que ce qu'ils voient n'est pas forcément la vérité, qu'il faut qu'ils dénoncent ce qu'ils voient d'abord dans les maisons. Parce qu'on considère que la base de toute chose, c'est la famille et que les premières violences sont faites au sein des familles. Les discussions ont également permis de recueillir des témoignages poignants. Je suis la première femme à avoir dénoncé le harcèlement moral dans notre société. Je suis la première victime qui a brisé le silence concernant les violences faites aux femmes. La journée internationale des violences faites à la jeune féminine sera célébrée le 25 novembre prochain. Les manifestations irrélatives s'étaleront sur 2 semaines et sous le slogan des 16 jours d'activistes retenus par les Nations Unies. Aussitôt en fonction, le ministre des Transports, des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux publics, Hugues Badinga Madia, a fixé le cap de sa mission. C'était à la faveur d'une réunion de prise de contact avec l'administration centrale et les services placés sous sa tutelle. Compte rendu Octavie Yolandvé, Gérard Magnagna. La réunion a porté sur les actions et activités auxquelles l'équipe devrait accorder la priorité afin d'accroître la qualité des prestations dans chaque département. Nous avions exposé sur le plan d'action du plan de transport terrestre qui était essentiellement sur le projet sur la numérisation des documents de transport, sur les gares routières, sur la révision de conventions de concession avec les centres de contrôle technique. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les centres de contrôle technique, ça a un impact direct sur les usagers de la route. Ça a un impact sur les véhicules et sur le taux d'accident. Le projet de réhabilitation et de modernisation du système météorologique national et le projet de texte qui doit ériger la DGM en autorité météorologique nationale. Bon, en marge de ces grands dossiers, il y a aussi des problèmes qu'il a trouvés, ce qui est le problème des infrastructures de la météorologie, compris dans le projet de réhabilitation. Il y a le problème de la ressource humaine, compris toujours dans le même dossier, et le problème de la dette à l'international, OMM-AMCOMET. Pour le ministre et son délégué, il est question d'examiner la conception et la mise en œuvre d'un plan d'action pragmatique, réalisable et finançable. Ceci leur permettra également de s'imprégner des différents défis auxquels font face chaque direction générale et entité sous tutelle. La route de Medoune dans la province du Walentem fait parler d'elle. Plongée dans un état de dégradation avancé, ce tronçon routier a reçu la visite de l'association Le Citoyen qui a lancé par la même occasion ses activités. Reportage Sheila Mebalé sur les images amateurs. La route joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. À Medoune, le constat est amer au regard du piteux état de la route. Une situation qui a interpellé les membres du mouvement Le Citoyen, lesquels ont pensé à visiter cette voie de Kougouleu qui mène dans le département du Haut-Komo. C'est une situation qui est insupportable. C'est pour cela que nous avons décidé de faire une visite in situ afin de constater la possibilité, dans l'urgence, soit de créer une voie de contournement de la route, partant d'après l'usine de transformation de bois jusqu'à la nationale 1 de l'autre côté. À défaut, nous interpellons les autorités publiques de mettre en place, comme ce fut le cas pour la route de Ntoum-Kangou, un plan d'urgence afin de refaire, pourquoi pas, cette voie qui est bouchée depuis Koulou. Difficile pour les populations d'accéder dans ce département, une occasion pour les transporteurs de doubler, voire tripler le prix du trajet. Il faut un plan d'urgence pour que les Walentémoins se rendent facilement chez eux. Aujourd'hui, à Medoune, 163 km à parcourir, une tête devrait débourser 15 000 francs. L'état de dégradation de la route de Medoune devrait interpeller les autorités publiques. L'aménagement de ce tronçon permettra de désengorger celle de Bifoun pour rallier la province du Walentem. Et sur ce plateau, un invité, il s'agit de Alex Mito, directeur général de la sécurité
routière. DG, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour nous parler de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Alors, cette journée se célèbre demain et le thème retenu cette année, c'est l'excès de vitesse. Si chacun décélère, c'est la société qui gagne. Quel est donc le sens à donner à ce thème? Pour rappel, cette journée a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005. Donc le Gabon s'inscrit donc dans cette dynamique mondiale, n'est-ce pas, de lutte contre l'insécurité routière. Cette journée est placée sur un double signe, un signe de la compassion, mais également de la prévention. Donc le thème a trait à l'aspect prévention. Nous savons que l'excès de vitesse est responsable de la majorité des accidents à fort impact humain. Donc c'est l'occasion de sensibiliser les usagers de la route sur les dégâts provoqués par l'excès de vitesse au volant. Alors, à votre niveau, vous avez prévu plusieurs activités. Ouais. Comment ça va se passer concrètement demain? Bon, concrètement, demain, il y a l'aspect souvenir et commémoration. Donc, on va commencer par une messe d'action de grâce à l'église Saint-Joseph de la Lala. Ensuite, nous irons à la mairie d'Ovendo, où nous allons prononcer les allocutions d'usage. Nous allons continuer dans la prévention par l'installation de 2 panneaux de signalisation de part et d'autre du pont Nomba. Parce que, comme vous le savez, c'est une zone particulièrement accidentogène. Est-ce à dire que vous avez limité votre activité à la commune de Vendo et vous avez occulté Libreville? Non, mais Libreville y participe parce que, vous voyez, le pont, c'est la séparation entre les 2 communes. Donc, on aura un panneau côté Libreville et un panneau côté Ovendo. Voilà. Merci, monsieur le directeur général de la sécurité routière, d'être passé sur notre plateau. Ouais. La suite du journal, l'autorité de régulation du transport ferroviaire et la CETRAG ensemble sur le terrain. Les responsables des 2 entités sont allés s'imprégner de l'état d'avancement du chantier de construction d'une passerelle Antoum. Détails et explications, Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. La réalisation de cette passerelle Antoum s'inscrit dans le cadre d'exécution du programme sécuritaire de la CETRAG de la gare Viry-Antoum. Malgré les campagnes de sensibilisation, le tronçon garde cet esprit de gare accidentogène qui contraint la CETRAG à aller dans des investissements et non les moindres. Construction des barrières de chaque côté de la voie ferrée, des passerelles et même des feux de signalisation. L'ARTEF est donc allé s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier qui permet à la fois au nouveau directeur général de la CETRAG de rentrer dans ses fonctions et rentrer progressivement dans le programme de restructuration de la société dont il a la charge. Nous sommes très heureux de recevoir ici la direction de l'ARTF, notre installation de CETRAG, pour voir l'installation de la passerelle qui va aider la population pour traverser avec sécurité la voie et garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent à côté de la voie. L'organe régulateur a pris la mesure de l'avancement de ce chantier. L'ARTEF, en tant qu'autorité de régulation, donc, est venu visiter, voir éventuellement tout ce qui se fait en matière de passerelle. Les populations concernées par cet investissement sécuritaire n'ont pas caché leur satisfaction. C'est une bonne chose pour la population au départ. Nous, on trouve quand même que dès qu'on monte, il y a quand même des trucs qu'on attrape à côté. Parce qu'on pense que dès qu'on est en train de ça comme ça, là, on n'est pas attrapé. C'est pour ça qu'on avait un peu peur. Dès qu'on a vu qu'on a rangé les trucs qu'on attrape, là, on voit maintenant que c'est bien. Ces investissements se poursuivront dans toutes les grandes gares que compte la CETRAG. Poursuite des auditions à l'Assemblée nationale, 2 membres du gouvernement, à savoir Ernest Sompo Epiga et Hugues Madinga Bandia, ont présenté aux députés membres de la Commission des finances et du budget les prévisions budgétaires allouées à leur département ministériel. Compte rendu, Prisca Nkama, Tim Boulende. Plus de 7 milliards et 121 milliards, ce sont les enveloppes que souhaitent avoir respectivement Ernest Poué Epiga
et Hugues Mbadinga Madia, les ministres en charge de la mission 15 interministérielle en 2020. Elle englobe la construction, les logements et les équipements collectifs. Notons que le budget du secteur habitat porté par Ernest Pouet-Piga connaît une baisse de 3 milliards comparativement à l'année en cours. Quant à la partie équipements et infrastructures gérée par le membre du gouvernement Hugues Mbadinga Madia, on relève une diminution des crédits de 26% en 2020. Les ambitions du département dont j'ai la charge s'articulent autour de 2 axes majeurs, les orientations stratégiques pour 2020 et les activités menées hors loi de finances. Programme équipement et infrastructures. À ce programme sont associées 3 actions principales qui sont en cohérence avec le schéma directeur national des infrastructures et s'inscrivent dans le cadre du plan de relance de l'économie. Espérons que ces dotations budgétaires des 2 membres du gouvernement pourront répondre aux préoccupations des populations liées entre autres à l'amélioration de la qualité de l'habitat et du cadre de vie, la construction des routes et leur entretien, l'assainissement des bassins versants. Dans votre 20h également, la clôture du Forum des ministres de l'Afrique centrale en charge des questions de sécurité, une rencontre qui s'est soldée par une série d'accords de coopération policière et des recommandations. Plus d'explications avec Janice Ononyema et Victor Mundunga. La criminalité que les États combattent au plan interne s'exporte au-delà des frontières nationales. Il faut donc une approche concrète de la coopération policière. L'OIPC Interpol partage cet avis. On vient de commencer l'implémentation d'un accord entre la CEMAC et Interpol pour sécuriser tous les postes de frontières de tous les pays et de toutes les frontières de la région de l'Afrique centrale. Et ça, c'est pour faciliter et sécuriser le mouvement des citoyens de l'Afrique centrale. Que retenir finalement de cette 20e session du comité des chefs de police de l'Afrique centrale? Cette rencontre a permis un partage d'expériences dans le domaine des techniques policières qui va favoriser la poursuite de la mise en œuvre de nos objectifs communs en matière de lutte contre le crime organisé, notamment à travers l'organisation des opérations de police. Nous pouvons nous satisfaire des avancées significatives enregistrées en matière d'accords de coopération policière entre les pays de l'Afrique centrale, d'une part, et entre le CCPAC et les organismes régionaux de police de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. La construction des passerelles entre les services nationaux et les membres de la communauté policière est de rigueur. Chaque acteur doit jouer sa partition pour le succès de la lutte contre l'insécurité. Et le groupe BGFI Bank met sur le marché un nouveau produit. Il s'agit de BGFI Cash Management, un produit qui permettra de gérer toutes les transactions à distance. La présentation a été faite au cours d'un cocktail commercial sur place. Sheila Mebalé et Hervé Nzigué. C'est sur un fond musical ethnique de type sitar et balafon que les invités de BGFI Bank ont été accueillis à leur arrivée. Un véritable moment d'échange et de partage qui a permis à l'ensemble des plus fidèles clients de BGFI Gabon d'être informés des innovations effectuées au cours de l'année et celles à venir. Occasion également pour le nouveau directeur général de BGFI Gabon de présenter non seulement la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi la nouvelle offre dédiée aux entreprises dénommée BGFI Cash Management. C'est le moment de d'abord remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous font depuis des années et de faire avec eux le point des relations, sur l'année passée et de leur présenter les projets de l'année prochaine. Le nouveau produit du groupe BGFI permet aux chefs d'entreprise et responsables financiers de gérer et de suivre en temps réel toutes les transactions à distance. Le BGFI Cash Management, qui est un produit, qui est un portail qui permet aux entreprises d'exécuter depuis leur bureau beaucoup d'opérations bancaires. Nous avons au cours de cette année ouvert de nouveaux points de vente. Nous avons maintenu nos certificats de qualité de nos services donnés à la clientèle
nous pouvons continuer sur la même lancée, de mieux servir nos clients. C'est notre préoccupation majeure, c'est mettre le client au centre des préoccupations, surtout dans un environnement où tout change. 48 ans au service du financement des économies africaines, BGFI Bank est un groupe financier international multimétier qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques. Son ambition est d'être une banque de référence sur les marchés en termes de qualité de service. Une de santé dans ce journal, les maladies rares telles que l'autisme et la trisomie peuvent bénéficier d'un traitement basé sur la médecine régénérative. Michael Evoritis Magoti, spécialiste des cellules souches, a présenté ce nouveau moyen de combattre ces pathologies lors d'une conférence. Les précisions sont de Lardi Ngemama et Michel John Boudillon. Il n'est pas question d'un cours magistral, mais un exposé sur la médecine régénérative. Michael Evaristi Mungossi, spécialiste des cellules souches, présente les spécificités de cette médecine. La médecine régénérative, c'est la médecine sur laquelle la base de traitement, c'est des cellules. Mais ces cellules qu'on utilise, la plupart, c'est des cellules souches. Par exemple, si on prend ces cellules souches et puis on les ramène dans le milieu qui est entre la moelle épinière et le cerveau. Il y a la liquide, on appelle céphalorachidien. Si on met là-bas, ça va se trouver dans l'environnement qui est convenable pour faire des cellules cérébrales. Et en cas s'il y a des traumatismes ou bien il y a des cellules lésées, soit au niveau du cerveau ou bien de la moelle, donc il faut essayer de réparer. Parce que la cellule souche, elle effectue 3 tâches. C'est la réparation des cellules qui sont endommagées. Ils ont aussi la capacité de rénover une autre cellule. Pour le traitement des pathologies incurables, comme l'autisme, le spécialiste propose un processus de traitement propre à leur entité sanitaire. Chez nous, on appelle ça, c'est le sandwich protocol. Avec ce sandwich protocol, on va essayer de réveiller ces cellules endogènes, de les faire actives, et puis on va ajouter avec des cellules actives qui se trouvent dans un autre part du même corps, on les ajoute encore dans le même environnement. Comme ça, il va donner beaucoup de qualité en tout ce qui est réparation de nos tissus lésés. La médecine régénérative a pour objectif de créer des tissus vivants fonctionnels permettant de remplacer des tissus endommagés ou de remédier à des maladies congénitales. Un peu de politique avec l'élu PDG du 2e arrondissement de Franceville dans la province du Haut-Ogooué qui vient de communier avec les populations. Justin Ndounangoy a également profité de ces moments pour inviter ces derniers à soutenir l'équipe nationale dimanche prochain lors du match Gabon-Angola. Henrik Bokoko, Victor Mundunga, reportage. Une semaine après le léger réaménagement technique du gouvernement, Justin Ndounangoy est accueilli avec enthousiasme dans son fief électoral du 2e arrondissement de Franceville. Ce regroupement spontané des membres de la GEV et habitants de cette zone urbaine en dit long sur l'attachement manifeste de ces derniers à l'endroit de leurs frères et députés. D'où ce message empreinte d'estime et de considération. Nous, je viens de la commune de Franceville. Vous souhaitons très cordialement la bienvenue à Franceville chez vous. Et voudrais par la même occasion remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la confiance placée en vous durant les 2 ans passés au gouvernement. Visiblement fair-play, l'ancien ministre et élu du 2e arrondissement de Franceville garde à n'en point douter la positive attitude. Je suis très ému, très heureux et très reconnaissant par rapport à l'accueil. Je ne m'attendais pas à ça. Mais cela démontre à suffisance que nous sommes une famille. Quels que soient les soubresauts, on demeure un et unis. Notre objectif, c'est faire honneur au président de la République et aux Gabonais. Parce qu'on a choisi de jouer ce match ici à Franceville. On pouvait le jouer à Port-Gentil, on pouvait le jouer à OIM, comme on pouvait le jouer à Libreville. Donc on a demandé que ça se passe ici. Vous avez vu ce que l'équipe a fait du côté de la RDC. Ici, c'est la victoire. En sa qualité d'élu, Justin Ndounangoy a exhorté ses concitoyens à mettre en avant l'élan patriotique en allant tous au stade de rénovation de Franceville, encourager les Panthères du Gabon en vue d'une victoire face aux Palancas Negras d'Angola.
Et justement, pour parler de ce match Gabon-Angola qui aura lieu dimanche prochain, nous avons en repérage au stade de la rénovation de Franceville nos envoyés spéciaux Dave Moubele-Pendi et Cyriac Harris qui nous font vivre l'ultime séance d'entraînement des Panthères avant le match. Alors, Dave Moubele, que doit-on retenir ? Les Gabonais sont donc assez concentrés, peu importe l'enjeu, notamment de la position d'angolaise. Il va falloir pour les nôtres aller chercher impérativement à prendre les 3 points pour déjà se positionner en pole position dans le cadre de ces éliminatoires. Une équipe gabonaise, on le sait très bien, très confiante, revancharde. D'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de le rappeler, c'est écrit autrement l'histoire de notre football à travers cette génération dorée qui est en train de pouvoir chercher sa 5e participation en Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, très confiant, on le sait d'ailleurs, il n'a pas arrêté de le rappeler à ses coéquipiers. Il faut qu'on écrive l'histoire de notre pays d'une autre manière. Il va falloir qu'on soit impliqué dans le travail, impliqué dans les ateliers, impliqué également dans le projet de jeu proposé par le coach Patrice Neveu, qui n'a pas arrêté de le dire en conférence de presse d'avant-match. Être concentré sur l'objectif de l'Angola. C'est un adversaire à prendre au sérieux, quels que soient les moments que traverse donc cette sélection nationale. Il n'y a pas autre chose à faire que de forcément demain prendre les 3 points de la victoire. Merci Dave Moubele-Pendi. Gabon-Angola, c'est donc pour demain à partir de 20h. Merci d'avoir regardé cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, on dit Tungi. Moi, je vous dis à demain.